Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne et président du groupe d'amitié France-Israël de l'Assemblée nationale. On va commencer tranquillement en attendant les quelques retardataires, notamment en raison de l'horaire un peu inhabituel. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous, évidemment. De la projection qui a eu lieu hier soir à l'Assemblée nationale au conflit et à la situation au Proche-Orient, et puis également le projet de loi immigration, le projet de loi de finances. Juste quelques mots pour vous rappeler avant de commencer que notre rencontre est retransmise sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale, qu'un live tweet est assuré notamment par notre ami Nicolas Prissette de la Tribune dimanche, qui ne peut pas être présent mais qui nous regarde justement en vidéo et qui m'a fait parvenir quelques questions. Voilà. Et je laisse la parole à Chantal Didier pour commencer la rencontre. Oui, bonjour Monsieur le Président. La projection des images des horreurs du 7 octobre, évidemment, a ébranlé beaucoup de députés et de journalistes la veille. Pourquoi avoir décidé cette diffusion au sein de l'Assemblée ? Je vais d'abord dire que c'était un moment très difficile, difficilement... Voilà, ça fonctionne, oui. C'était un moment très difficile, mais je crois que c'est un moment très nécessaire. Nécessaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que rien ne serait pire, je crois, que l'oubli, et on vit dans une société où une information en chasse une autre, une forme de submersion informationnelle qui pourrait conduire à l'oubli. Et puis il y a aussi le risque de la relativisation. Ce risque de relativisation, on l'a vu la semaine dernière avec David Guiraud, qui a présenté des propos qui sont de nature à remettre en cause la véracité des faits. Je pense que nous, parlementaires, on a ce rôle qui est d'être des témoins de l'histoire, de pouvoir dire cette vérité. Ça n'était pas hier une projection qui avait une vocation à être une opération de communication, ni une opération politique, mais c'était une opération de mémoire. Et je pense que c'était nécessaire dans ce double contexte. Certains députés de gauche étaient quand même un peu réticents. Certains ont même évoqué, hier matin dans les conférences, une certaine indécence. Enfin, ils étaient très choqués. Je ne sais pas pourquoi, peut-être. Ils n'ont pas explicité d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres images en parallèle ou bien... Qu'est-ce que vous pensez de ces réticences ? C'est quand même un peu politique, ça participe de la guerre de l'information, non ? Nous ne sommes pas des agents de propagande, nous sommes des députés de la République française. Et je vais vous le dire comme je le pense. Moi, je n'ai pas projeté ces images pour justifier quelques réponses indiscriminées, que ce soit de l'armée israélienne. Et je le dis et je continuerai à le redire. Comme l'a dit le président de la République, il n'y a pas de double standard. Une vie en vaut une autre, et nous devons tout faire pour protéger les populations civiles, notamment à Gaza, et Israël doit respecter le droit humanitaire international. Ça n'est pas négociable. En revanche, pour répondre à ces députés, je voudrais leur dire que moi je comprends ceux qui n'ont pas souhaité y assister, pour qui c'était trop dur. J'ai des collègues qui m'ont dit on n'y arrivera pas. Oui, certains ont carrément reconnu effectivement que ce serait trop dur et qu'ils ne supporteraient pas ces images tellement violentes. Ouais. Il y a des gens qui sont sortis de la salle. Moi-même, j'ai détourné le regard à de nombreuses reprises parce que je ne veux pas que ces images restent figées dans ma mémoire. En revanche, ce qui est indécent, ce sont les images que nous avons vues elles-mêmes et qui portent atteinte au genre humain et qui témoignent d'une volonté d'aller au-delà d'un simple, si j'ose dire, massacre de masse. C'était une volonté d'anéantir. Voilà ce qu'on a pu voir dans les images d'hier. Comment est-ce qu'on ressort de ce moment ? Est-ce qu'il y a une forme d'édification, même si on savait déjà ce qui s'était passé ? Est-ce que ça peut participer d'une prise de conscience éventuellement quand c'est nécessaire ? David Guiraud finalement lui a voulu aussi assister à la projection et en ressortant, voilà, il a amendé ce qu'il avait pu dire il y a quelques jours, ce qu'il avait fait, déjà un petit peu fait en amont. Mais est-ce qu'on en ressort différent ? On en ressort nécessairement différent dès l'instant où on a un peu d'humanité en nous et surtout on ne comprend pas comment un être humain peut faire cela à un autre être humain. Et cette incompréhension-là, je pense qu'il est
important de la partager. Et il est important de redire que ce qui s'est joué le 7 octobre, encore une fois, ça n'est pas une tuerie de masse, c'est une volonté d'anéantir, une volonté de nihiliser l'autre. Et moi, j'ai été particulièrement marqué par, je ne rentrerai pas dans le détail des images évidemment, mais par l'indifférence des auteurs de ces actes, qui étaient fiers de ce qu'ils avaient fait. Et bien, je peux vous dire que ça interroge sur le genre humain et sur ce qu'un homme est capable d'infliger à un autre homme. Ces derniers jours, ces images, elles ont été projetées à l'attention d'un certain nombre de journalistes qui souhaitaient se rendre compte par eux-mêmes. Cette projection à l'Assemblée nationale hier soir, est-ce que, sans parler évidemment d'une diffusion au grand public, il y a beaucoup d'images qu'on n'a pas su identifier d'ailleurs dans un premier temps sur les réseaux sociaux qui ont pu tourner. Est-ce qu'il faut éventuellement envisager un autre type de diffusion à un certain nombre de Français qui pourraient souhaiter les voir à destination peut-être d'étudiants, évidemment, pas à n'importe quel âge, etc. Mais est-ce qu'il y a une réflexion qui peut s'engager sur qui doit éventuellement pouvoir voir ces images ? Je ne crois pas. Je pense que le grand public ou même un public restreint ne peut pas avoir accès à ces images parce que vous ne pourrez jamais lutter contre l'éveil d'une conscience extrêmement mal intentionnée qui prendrait appui sur celle-ci pour prendre modèle et répéter ces actes absolument barbares et ignobles. Je pense que le format est le bon. La presse, évidemment, eu égard à son pouvoir d'information, et les parlementaires, eu égard à leur pouvoir décisionnaire. Je crois d'ailleurs que le Sénat va le faire la semaine prochaine. Ça me paraît être un public suffisant. Avant cette projection, il y a eu la marche de dimanche pour la République et contre l'antisémitisme. 3 jours après, qu'est-ce que vous en retenez ? Ça a plutôt été considéré, compte tenu de la façon dont ça s'est déroulé et de l'affluence, les organisateurs ont parlé de sursaut. Ça a plutôt été considéré dans la presse comme un succès, même s'il n'y a pas eu l'affluence qu'on a pu connaître lors d'autres manifestations, notamment au moment de Charlie. Qu'est-ce que vous en retenez 3 jours plus tard et maintenant, en quelque sorte ? Bon, c'était une marche très sobre et très digne. Et je voudrais remercier la présidente de l'Assemblée nationale et le président Larcher pour l'avoir organisée. On a entendu des Marseillaises, on a entendu des Vive la France. Et ça faisait chaud au cœur parce que je crois que la lutte contre l'antisémitisme, ça n'est pas seulement le combat des Juifs de France, ça doit être le combat de tous les Français. Et nous avons vu les valeurs de la République se déployer dimanche dans les rues de Paris, mais également partout en France où il y a eu de nombreuses mobilisations. Maintenant, ce combat, ça ne doit pas être le combat d'un seul jour, ça ne doit pas être le combat d'une seule marche, ça doit être un combat quotidien, et on doit lutter contre l'antisémitisme partout et sous toutes les formes. Évidemment, au plan de l'éducation nationale, je le dis, je pense qu'il faut que dans notre République, on soit capable d'enseigner l'histoire, et notamment l'histoire du XXe siècle, partout sur le territoire national, dans les tribunaux également. C'est la raison pour laquelle, avec Caroline Yadan, nous avons déposé une proposition de loi. On l'avait fait avant ces événements et avant cette explosion des actes antisémites, pour que les personnes qui se livreraient à l'apologie de crimes de guerre ou de crimes à caractère antisémite puissent être appréhendées partout sur le globe. Et je crois qu'on doit lutter également contre l'antisémitisme au plan pénal. La réponse doit être extrêmement ferme et il me semble qu'elle l'est ces derniers jours avec près de 600 interpellations et de nombreux déferments. Concrètement, au-delà de l'arsenal qui peut exister aujourd'hui, votre proposition de loi, qu'est-ce qu'elle changerait ? Elle a 2 objets. Le premier, c'est la capacité pour un tribunal d'émettre un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt pour une personne qui se livrerait à l'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou de crimes à caractère antisémite et que l'on ne pourrait pas appréhender, soit parce que cette personne ne se présente pas au tribunal, soit parce qu'elle est à l'étranger. Pour vous donner quelques exemples, il y a, je ne vais pas leur faire de la publicité, mais M. Soral, par exemple, qui ne se présente que rarement aux audiences, ou encore Boris Lelay, qui est aujourd'hui au Japon et qui se permet d'envoyer des tracts nazis, puisqu'il s'agit de tracts nazis. Ça, c'est le premier objet de cette proposition de loi. Son deuxième objet, c'est de transformer l'injure non publique
pour ces mêmes promotions d'actes en délit, en renforçant les sanctions qui y sont appliquées et en inscrivant une circonstance aggravante pour antisémitisme, notamment pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Oui, pour revenir sur la marche, certains observateurs ont remarqué qu'il y avait peu de jeunes et peu de diversité. Est-ce que cela vous inquiète ou est-ce que finalement c'est à l'image de la France qui vote, mais pas tellement de l'ensemble de la France? Qu'est-ce que vous entendez par peu de diversité? Il n'y avait pas beaucoup de musulmans, puisqu'ils n'avaient pas voulu y participer. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de... Voilà, c'était quand même assez classe moyenne. Bon, reprendre l'expression de Rachida Dati, assez classe moyenne, voire classe moyenne supérieure. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre appui sur leur absence à cette marche pour justifier quelque amalgame. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein. Quelque amalgame que ce soit. Et je pense que l'immense majorité des musulmans de ce pays veulent vivre en paix avec tous les autres Français, tous leurs autres coreligionnaires. Et je pense qu'il faut faire très attention à toutes les tentatives de division qui sont... celles qui parcourent notre pays aujourd'hui, qui visent à confondre islam et islamisme notamment. Moi, je ne confondrai jamais islam et islamisme. Et je pense qu'il faut faire très attention quand on a ces analyses. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la vôtre, mais certaines personnes ont pu l'avoir. L'immense majorité des musulmans de notre pays veulent vivre en paix et l'immense majorité des musulmans n'ont rien à voir avec ces actes antisémites que nous connaissons. Et encore une fois, il faut le redire, ne confondons pas les Juifs de France avec la réponse de l'État d'Israël. Ils n'en sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables des massacres à Gaza. Et de la même manière, les musulmans de notre pays ne sont pas responsables des crimes du Hamas. Et je pense que c'est important de le dire et de le redire. Et pour aller plus loin sur votre question, oui, ce sursaut doit être le sursaut de tous les Français, mais je suis certain que dans le cœur et dans les consciences de tous les Français, moi j'ai parlé à beaucoup des citoyens de ma circonscription, cette marche, même s'ils n'y ont pas participé, ils y souscrivaient. François ? Oui, François Gervais, à Horizon Politique, précisément, les dirigeants musulmans de la mosquée de Paris notamment ont regretté qu'il n'y ait pas eu un appel contre le racisme en général, et ils auraient appelé les musulmans français à voter. Est-ce que vous souhaitez que dans l'avenir, je ne sais pas dans combien de temps, il y ait une démarche identique contre le racisme avec le président de la République? Moi, je participerai à toutes les démarches visant à lutter contre le racisme, contre les actes islamophobes, et je suis prêt à y participer chaque jour que fera cette République. Je pense en revanche qu'il faut faire très attention à la concurrence victimaire. J'ai entendu les propos de cet imam hier qui semblait relativiser le nombre d'actes antisémites et demander... J'ai vu M. Quatennens également qui disait combien d'actes islamophobes. Cessons d'opposer les Français les uns aux autres. Un acte islamophobe est un acte de trop, évidemment, mais un acte antisémite est aussi un acte de trop. Et personne ne peut nier que depuis maintenant le 7 octobre, on connaît une explosion des actes antisémites. Vous savez, je crois que beaucoup est fait, et notamment dans la classe politique, pour essayer d'opposer deux France. Mais l'histoire de la République, ça n'est pas l'histoire de deux France. Les Juifs de France, ils sont d'abord français, et les musulmans de France, ils sont d'abord français. Perrine. Président. Oui. Une initiative pour lutter contre le racisme. Le président de la République, il n'a pas à démontrer qu'il est l'un des premiers défenseurs des Juifs de France. Je rappelle que c'est lui notamment qui avait assimilé l'antisionisme à l'antisémitisme. C'était il y a quelques années à présent. Le président de la République, il est sur tous les fronts pour lutter contre toutes les formes de racisme et toutes les formes de discrimination. En janvier dernier, la Première ministre présentait un plan de lutte contre toutes les formes de discrimination. Je crois qu'on doit continuer à le mettre en œuvre. Et moi, j'ai aucun doute que tous les républicains de ce pays participeront à n'importe quelle marche dès l'instant où elle vise à lutter contre ces discriminations. Bonjour Monsieur Lefebvre. J'ai une question sur cette diffusion dont je n'arrive pas encore complètement à comprendre le sens. Le 13 novembre 2015, lors des attentats à Paris où
Notre pays avait déjà connu le terrorisme, mais ce soir-là, il le voit dans toute sa cruauté. La jeunesse française se fait massacrer sur les terrasses et personne n'avait diffusé les images de ce massacre. Je me souviens notamment d'une vidéosurveillance dans une pizzeria ou un restaurant, je ne sais plus exactement, qui avait été attaqué. Et un seul média sur le web, un petit média, l'avait diffusé et tous les autres médias avaient absolument refusé de voir ces images. Étant journaliste, je sais également que nous n'y tenions pas spécialement, nous ne voulions pas les diffuser. Pourquoi aujourd'hui, pour ce massacre du 7 octobre, c'est différent? Il n'y a pas eu le 13 novembre des diffusions à l'Assemblée nationale. Pourquoi aujourd'hui c'est différent? Et pourquoi aujourd'hui, selon vous, il est important de voir ces images de violence? Merci. C'est différent parce que, d'abord, comme je vous l'ai dit, il y a des tentatives de relativisation de ce qui s'est passé. Moi, quand j'entends les propos de M. Guiraud, et je me réjouis qu'il soit venu d'ailleurs, je pense que c'est indispensable qu'une partie de la classe politique puisse avoir accès à ces images pour ne plus dire que ce sont des faits qui peuvent être mis en doute ou relativisés. En revanche, personne n'a été... chacun était libre de venir ou de voir ou de ne pas voir ces images. Et je pense qu'il était important de les montrer parce qu'une chose est de lire ce qui a pu se passer, une autre est de se rendre compte de celle-ci. Et encore une fois, je pense que ce qui s'est joué le 7 octobre, ça n'est pas... et je veux pas... Je dis pas ça pour comparer les événements les uns aux autres qui n'ont... rien à voir. Mais ce qui s'est joué le 7 octobre, c'est une volonté d'anéantir, une volonté de nihiliser une population, et c'est une grave atteinte à l'humanité. Je pense que c'était nécessaire et que le risque d'oubli était là et qu'il est malheureusement toujours là. Et quand je vois les réactions de certains collègues, je pense que c'était important qu'il puisse y avoir accès. Je pense notamment à M. Caron. M. Caron a reconnu que ces images était particulièrement éprouvante et choquante parce qu'on a tous cette humanité en nous. Et de ce point de vue, je pense que ce travail était nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sujets? Non. Il y a un projet de loi qui a déjà beaucoup fait parler ici, alors qu'il vient à peine d'être voté au Sénat. C'est le projet de loi, évidemment, sur l'immigration. D'abord, le texte tel qu'il a été voté hier au Sénat, comment est-ce que vous le percevez? Qu'est-ce qu'il faudra changer ou pas? On rentrera ensuite sur les différents volets, mais globalement, qu'est-ce qu'il faudra changer ou pas lors de la lecture à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'équilibre général vous semble satisfaisant ou pas? D'abord, je me réjouis que le Sénat ait adopté ce texte. Si on se replace il y a 10 jours encore de cela, je ne suis pas certain que chacune et chacun d'entre vous aurait misé sur l'adoption de ce texte, qui plus est avec une disposition qui était quand même particulièrement, je crois, contestée par la majorité sénatoriale, qui est celle de l'introduction de titres de séjour pour les personnes en situation irrégulière situées dans les métiers en tension. Cela, on le doit à Gérald Darmanin, on le doit à sa capacité à convaincre et à emporter l'adhésion de la majorité sénatoriale. Et aujourd'hui, le parcours législatif arrive à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est important de ne pas balayer d'un revers de main tout ce qu'a fait le Sénat. On est en situation de majorité relative. C'est bien normal que de pouvoir discuter avec des partenaires politiques qui ont enrichi ce texte, pas seulement les Républicains d'ailleurs. Et pour répondre précisément à votre question, dans ce qu'a fait la majorité sénatoriale, il y a des choses qu'on ne reprendra pas parce que ça ne correspond ni à notre projet ni à nos valeurs. Quand le Sénat supprime purement et simplement l'aide médicale d'État, on n'ira pas dans cette voie. Parce qu'on pense qu'il s'agit là d'une question humanitaire importante. On pense qu'il s'agit là également d'une question sanitaire très importante. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse pas travailler la question de l'aide médicale d'État. Quand le Sénat, par exemple, supprime la disposition qui permet à des demandeurs d'asile en provenance de pays dont on peut escompter qu'ils auront l'asile compte tenu de leur provenance, on ne les suivra pas dans cette direction. Parce que cette disposition nous paraît indispensable pour faciliter le parcours d'intégration des demandeurs d'asile dans notre pays. En revanche, le Sénat a eu des apports qui sont, je crois, tout à fait intéressants et dont on va pouvoir débattre à l'Assemblée. C'est le cas notamment du contrôle de l'immigration étudiante.
c'est aussi la question des quotas, même si elle pose des questions juridiques assez aiguës. C'est également l'élargissement des levées de protection pour les personnes qui commettent des troubles à l'ordre public et qui empêchent leur expulsion par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, on rentre dans un travail important d'analyse de ce texte avec Florent Boudier, qui est un excellent connaisseur de ces sujets. Qui sera rapporteur général. Sur l'article 3, qui est loin d'être le seul article du texte, mais qui a beaucoup cristallisé les débats, y compris au sein de la majorité à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous pensez de la version du Sénat ? Est-ce qu'il faut revenir à la version initiale du gouvernement, parce que ça pourrait correspondre, selon certains, à un équilibre général du texte ? Est-ce qu'on peut amender la proposition initiale sans peut-être aller aussi loin que le Sénat ? Quelle est votre position à vous, en tout cas en attendant de voir ce qui se fera ici sur ce sujet ? Encore une fois, d'abord, je me réjouis que le Sénat soit venu à la raison et au pragmatisme sur ce sujet. Il ne s'agissait pas d'un appel d'air, il ne s'agissait pas de faire venir des milliers et des dizaines de milliers d'étrangers en situation régulière, comme on a pu l'entendre ici et là. Il s'agit de personnes qui sont sur le territoire national et qui travaillent, qui respectent les valeurs de la République et qu'on souhaite intégrer à la fois par pragmatisme, parce que on voit bien que dans les métiers en tension, on connaît aujourd'hui de très fortes difficultés de recrutement et ça va ne faire que s'accélérer, et également par idéologie, parce qu'on croit à l'intégration par le travail. Donc le Sénat a accepté cela. Ils en ont fait une disposition qui est une disposition qui n'est plus opposable, qui fait qu'il n'y a plus une opposabilité du droit de la part du demandeur, mais néanmoins ils ont conservé les principaux atouts de cette disposition, notamment le fait que ce soit le salarié qui puisse demander ce titre. Ils en ont renforcé les conditions de délivrance, notamment en renforçant la durée de résidence préalable, la durée de travail préalable. Moi je pense qu'on doit pouvoir travailler peut-être pas aller dans le sens d'un total pouvoir donné à l'autorité préfectorale. Très certainement, doit-on pouvoir travailler à une compétence qui soit liée à une base législative. Mais enfin, tout ça, c'est de la cuisine parlementaire. C'est pas que de la cuisine parlementaire. Non, mais je veux pas rentrer dans c'est assez essentiel. Non, mais je veux pas rentrer dans ce niveau de détail. Selon que c'est le préfet ou que effectivement il y a une base législative qui renverrait vers un juge. En tout état de cause, il faut une base législative et le Sénat l'a voté. C'est une ligne, non, c'est vraiment une ligne de fracture avec LR. Donc, au-delà de dire, bon, très bien, ils ont travaillé, etc., comment allez-vous convaincre vraiment les Républicains à l'Assemblée et une partie de la majorité, plutôt de gauche chez vous, de s'entendre sur ces textes ? Enfin, franchement, je pense que c'est... à moins que vous soyez très adepte du grand écart, mais enfin, ça va être... Je suis beaucoup moins pessimiste que vous. Encore une fois, pardon, je le répète, mais d'abord parce que le Sénat en a accepté le principe, ce qui n'était pas gagné il y a encore... Pas de la référence législative. Le Sénat a accepté le principe que l'on puisse légaliser sur notre territoire des gens qui travaillent dans des métiers en tension. Oui, non, pas légaliser, oui, d'accord. Et il y a une disposition législative, c'est l'article 4 bis du projet de loi. En revanche, vous avez raison, je disais cuisine parce que je ne voulais pas rentrer dans ce niveau de détail, et ça fait partie des choses extrêmement important. En revanche, moi, je dis à titre personnel, je pense que ce droit ne doit pas être opposable, en effet. Et je pense qu'il est important de laisser une certaine forme de latitude à l'autorité préfectorale, peut-être pas toute latitude. En revanche, chacun comprend bien que les métiers en tension ne sont pas les mêmes, par exemple, d'une région à une autre. Et nécessairement qu'il puisse y avoir un peu de souplesse laissée à l'autorité préfectorale pour la délivrance de ces titres, ça me paraît être une bonne chose. On voit bien effectivement qu'il y a aussi, parce que ça fait partie du processus législatif et du jeu, sans que ce soit péjoratif, parlementaire, des discussions avec les uns et les autres et la nécessité de faire voter le texte in fine. Donc on a vu ce qui s'est passé au Sénat. L'équation est un petit peu différente évidemment à l'Assemblée nationale avec une majorité relative, des groupes de gauche, un groupe de droite, le groupe du Rassemblement national. D'une certaine façon,
Comment est-ce que vous espérez éviter un éventuel 49-3 en comptant peut-être sans forcément le vote pour d'un certain nombre de groupes, de l'abstention par-ci par-là. C'est ça qui est en train de se construire et de voir comment vous construisez sur l'article 3 et sur les autres mesures les choses suffisamment finement, peut-être pour permettre au texte d'aboutir, encore une fois, peut-être grâce à un certain nombre d'abstentions bienveillantes, ou est-ce que vous envisagez d'ores et déjà, sans en faire un drame, l'éventualité d'un 49-3 avec, on peut l'imaginer, si le texte revenait à une forme d'équilibre initial, les Républicains ici qui voteraient pas le texte, mais en même temps, une partie de la gauche qui ne voterait pas une éventuelle motion de censure. Enfin, on voit bien que voilà, il y a le texte lui-même et puis il y a quand même tout cet environnement politique qui fait que forcément ça aura des conséquences in fine sur ce qui sera adopté d'une façon ou d'une autre. On travaille d'abord sur le texte. Le Sénat nous envoie un texte avec 94 articles, donc on a beaucoup de boulot. Ils ont rajouté beaucoup de dispositions pour lesquelles d'ailleurs le gouvernement était favorable. Le ministre de l'Intérieur a émis un avis favorable sur nombre de ces articles et c'est sur cette base qu'on est en train de travailler. D'abord en interne, Florent Boudier fait un travail très important avec Ludovic Mendes, mais aussi les responsables de ce texte dans notre groupe, pour voir ce que l'on peut ou non retenir de ce qu'a proposé le Sénat. Mais moi je pense que compte tenu de ce qu'a fait le Sénat, compte tenu du travail qui va être le nôtre, un compromis est possible. Je pense qu'il est possible et je pense qu'il est souhaitable. Il est souhaitable parce que les Français se rendent bien compte, et les enquêtes d'opinion le prouvent, qu'il faut légiférer sur la question migratoire à un moment où la tension, les demandes sont extrêmement importantes, pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde, compte tenu des désordres mondiaux. Et je crois que chacun ici à l'Assemblée nationale, du moins celles et ceux qui sont animés par l'esprit de service public et qui veulent aider notre pays, se rendent bien compte qu'il faut un texte pour notre pays. Je pense que c'est le cas des Républicains. Je suis convaincu qu'ils souhaitent que notre politique migratoire puisse être réformée, qu'on retrouve plus de souveraineté dans la maîtrise de notre politique migratoire. Je pense que c'est le cas aussi d'autres partis de gauche. Les socialistes ont été confrontés également à la question migratoire quand ils étaient en responsabilité. Et je suis confiant, je pense qu'on arrivera à un accord. Brigitte ? Bonjour. Une question sur l'article 3 encore. Vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait un droit opposable. Si je comprends bien, Sacha Houlié, lui, préférait qu'il y en ait un. Ça veut dire que le compromis doit être davantage trouvé avec votre propre majorité qu'avec les Républicains aujourd'hui ? Le compromis doit être trouvé avec tout le monde. Vous savez, il faut aussi... par exemple, je ne suis pas certain que les députés républicains soient aujourd'hui d'accord sur la mesure et l'ensemble des mesures qu'ont adoptées le Sénat. Le compromis, il doit être celui de toutes les parties prenantes à ce texte et on doit arriver à pouvoir légiférer assez rapidement sur cette question. Je pense qu'il y a urgence à légiférer sur la question migratoire, tant les défis que nous connaissons sont nombreux. Regardez par exemple la question de la réduction des délais pour la demande d'asile. Moi je suis frappé de voir à quel point, on l'a vu avec Stella Dupont concrètement quand on est allé à l'OFPRA, à la CNDA, on avait besoin des mesures qui étaient présentées par ce texte parce que le parcours du demandeur d'asile aujourd'hui est beaucoup trop long. Donc on a urgence à légiférer et je suis certain qu'on arrivera à trouver des consensus avec les oppositions et évidemment dans la majorité. C'est un sujet pour lequel... c'est un sujet important pour la majorité et évidemment qu'il y a des sensibilités sur ce texte. Mais enfin, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui peut nous diviser sur cette question. On a du temps, donc on va continuer un petit peu sur le projet de loi immigration tant qu'il y a des questions et on passera à d'autres sujets ensuite si vous voulez bien pour la clarté de notre rencontre. Samy et puis Anita. Donc toujours sur le projet de loi immigration et sur l'AME, où vous avez dit que vous ne suivriez pas la voie qu'a compris les sénateurs, Gérald Darmanin et le gouvernement plutôt se sont contentés d'un avis de sagesse au Sénat là-dessus. Comment est-ce que vous avez pris cet avis de sagesse ? Et puis Gérald Darmanin a l'air de dire que ça va de toute façon être considéré comme un cavalier législatif au Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est la voie qui va être choisie, c'est-à-dire laisser le Conseil constitutionnel trancher là-dessus ? Est-ce que vous partagez aussi son opinion sur le fait que c'est censé être quelque chose de
budgétaire, en fait, qui figurait dans un texte budgétaire. Alors, sur la question juridique, pour vous répondre, moi je ne suis pas qualifié, mais je comprends quand même que l'article 45 de la Constitution fait que cette disposition n'a pas sa place dans ce texte. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas sa place dans ce texte qu'on ne doit pas en débattre. Et c'est la raison pour laquelle la Première ministre a missionné deux personnes, M. Stefanini et M. Evin, qui connaissent parfaitement ces sujets, pour pouvoir évaluer cette dépense. Et je pense qu'il faut évaluer cette dépense. Il ne faut pas la sanctuariser, il ne faut pas en faire un totem. Toute dépense publique doit pouvoir être évaluée. Cependant, nous, on a des lignes rouges qui sont la défense de nos valeurs. On considère que quand une personne est en situation d'urgence vitale, quelle qu'elle soit, elle doit pouvoir être soignée et sauvée. On considère que les microbes n'ont pas de frontières et que le risque sanitaire est beaucoup trop grand à supprimer l'aide médicale d'État. Mais enfin, il y a des pistes de réforme qui existent. Dans d'autres pays européens, il y a des solutions qui ont été mises en œuvre. Par exemple, l'instauration d'un ticket modérateur pour les soins non vitaux, naturellement. On l'avait fait en France en 2011. Ça avait permis de réduire le nombre de personnes qui étaient bénéficiaires de l'aide médicale d'État. On peut aussi imaginer un accord préalable pour des soins qui sont des soins non urgents de la part de l'assurance maladie. Ou on peut encore imaginer que les bénéficiaires de l'AME, pour l'être, encore une fois pour des soins non vitaux, doivent formuler une demande de titre de séjour. Et qu'on comprend difficilement que quelqu'un qui ne formule pas de demande de titre de séjour pourrait bénéficier de soins non vitaux. Voilà, donc je pense que sur cette question, il faut être très pragmatique et c'est à mon avis le sens de la discussion qui a eu lieu au Sénat. Perrine, qui a le micro, et puis ensuite Anita, pardon. Oui, je ne sais pas si vous allez me répondre en on, mais on savait que l'année dernière, enfin le mandat dernier, la majorité tanguait plutôt sur le centre-gauche parce que énormément de députés venaient plutôt des rangs des socialistes de gauche. Aujourd'hui, pour ce mandat-là, c'est un peu plus flou, en tout cas pour moi. C'est-à-dire, j'aimerais savoir à peu près, si vous pouvez me répondre, le rapport de force qu'il y a dans cette majorité sur ce centre-gauche qui a un tout petit peu dévié plutôt au centre-droit. Et moi, dans cette loi immigration, je ne sens pas trop de résistance dans votre majorité pour contrer ce qui a été fait au Sénat. Un sénateur influent me disait même hier, Sacha Houlié, avec lequel il échange beaucoup, a bien baissé de ton concernant l'article 3 et tous les feux rouges qu'il mettait sur ces dispositifs. Donc est-ce que vous pensez réellement que votre majorité peut vous faire des misères sur ces mesures-là, ou si globalement elle votera d'un seul homme ou d'une seule femme? Allez. Alors, c'est pas une question de on ou de off, mais je vais vous dire la vérité. On n'est pas une majorité de droite, on n'est pas une majorité de gauche, on est la majorité du dépassement, comme vous le savez. Et on a envie que d'une seule chose, c'est que des mesures utiles puissent être adoptées. Et ce texte, comme vous le savez, c'est un texte qui n'est pas équilibré, c'est un texte qui est radical dans les deux directions qu'il emprunte, radical en faveur de l'intégration et radical en faveur de la fermeté et de l'expulsion des délinquants étrangers notamment. Moi, j'ai aucun doute, je n'ai jamais entendu des collègues me dire ce que comporte ce texte, je ne pourrais pas le voter. Voilà. Sur la question du Sénat, notre majorité, par exemple sur la question de l'AME, là oui, on peut avoir des débats et des discussions, et je pense que aucun d'entre nous au sein du groupe Renaissance ne souhaite la suppression de l'aide médicale d'État. Et aucun d'entre nous au groupe Renaissance ne souhaite la suppression de la disposition, par exemple, permettant de travailler pour les demandeurs d'asile. Et aucun d'entre nous ne souhaite remettre en cause le droit du sol. Ça, ce sont des éléments qui sont des éléments intangibles. Maintenant, oui, on a des sensibilités. Mais je pense que le travail du Sénat, c'est un travail fouillé, n'est pas de nature à rendre impossible un compromis. Je pense que sur cette base, on doit pouvoir y travailler, mais il faut aussi que nous-mêmes, nous ayons une posture consistante à dire ne balayons pas d'un revers de main tout ce qui a été fait. Anita, qui attend depuis un petit moment, et puis Nicolas. J'ai une double question. Vous dites que vous travaillez en interne. On a l'impression que tous les travaux parlementaires se font en interne, justement, et qu'il n'y a plus de véritable débat, notamment pour le budget, en séance, parce que, non pas à cause du déclenchement de l'article 49.3 qui est inéluctable, mais à cause de la rapidité du déclenchement de l'article 49.3, avant même qu'on puisse envisager que tel ou tel amendement puisse être accepté par le gouvernement. Et ma deuxième question concerne le projet de loi immigration.
pour avoir un peu suivi les débats au Sénat, on a quand même le sentiment que le texte qui est sorti du Sénat est devenu une sorte de variable d'ajustement des problèmes internes aux sénateurs LR. Alors, comment est-ce que vous pensez régler ça à l'Assemblée ? Alors, c'est-à-dire, je ne comprends pas votre deuxième point. Mon deuxième point, c'est que le groupe LR au Sénat était divisé sur l'adoption de l'article, enfin sur la modification de l'article 3 notamment, ou plus généralement sur la rédaction d'un texte. Une partie du groupe ne voulait pas de texte. Et donc le compromis a été un certain nombre d'amendements pour qu'il y ait un texte à la sortie et qu'il n'y ait pas de refus de vote. Merci. Alors, oui. Alors, juste sur le budget, le 49.3, on en reparlera peut-être après, si tu veux bien, Anita. Répondez peut-être d'abord sur l'immigration. Je crois qu'il y a encore une question de Nicolas sur le PJ à l'immigration, c'est ça ? Non, c'est sur autre chose. Alors, répondez aux deux, si vous voulez. Je réponds aussi sur le budget ? Oui, commencez peut-être par l'immigration, puis ensuite on continuera. Sur cette question, moi, je connais. Enfin, je veux dire, j'ai pas connaissance de ces dissensions et de ces débats. Non, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un texte qui a été adopté avec une disposition sur les métiers en tension, que le Sénat a enrichi le texte, que le gouvernement a donné un avis, sinon favorable, du moins de sagesse, à la majeure partie de ces ajouts, que le gouvernement a tenté de rétablir des dispositions pour lesquelles que le Sénat avait supprimées et qui sont difficilement compréhensibles. Je pense notamment à la disposition consistante à sanctionner les employeurs de personnes en situation irrégulière, à émettre une amende administrative. C'est une disposition qui pointait en effet certaines contradictions chez les Républicains. Comment peut-on concevoir que l'on refuse un titre de séjour pour des personnes en situation irrégulière et en même temps refuser de sanctionner les entreprises qui allaient recruter des personnes en situation irrégulière ? Bon, moi, j'observe qu'il y a un texte, c'est une base de travail et c'est à nous de l'enrichir. Sur le budget. Oui. Sur le budget, d'abord, nous avons eu le débat dans son intégralité en commission des finances. Ensuite, tous les textes budgétaires n'ont pas été soumis au 49.3. Ça a été le cas notamment du projet de loi de finances de fin de gestion. Grâce à Thomas Cazenave et au rapporteur général du budget, on a obtenu un compromis sur un texte budgétaire. Ça me paraît être à souligner. En revanche, moi je vais vous dire, qu'est-ce qu'on a vu de la part des oppositions durant le budget ? A-t-on vu une proposition concrète sur le projet de loi de finances 2024, une proposition qui est utile aux Français ? Du côté de la gauche et l'extrême gauche, on a vu des avalanches de milliards d'euros à tel point qu'ils sont obligés eux-mêmes en commission, quand ils ont vidé les crédits d'un programme, pardon, c'est encore un peu de la cuisine, mais de dire stop, on ne fait plus voter nos propres amendements parce qu'il n'y a plus rien sur le compte. Est-ce que c'est bien sérieux ? Est-ce que c'est une façon de recevoir la main tendue que forment le gouvernement et la majorité ? Et encore une fois, le gouvernement et la majorité doivent prendre toute leur part à cette co-construction. Et qu'est-ce qu'on a vu du côté de l'extrême droite ? Est-ce que vous avez vu une proposition de l'extrême droite ? Je ne dis pas qu'on l'aurait retenue, c'est l'extrême droite, on ne l'aurait pas retenue. Mais enfin, on n'a rien vu. Donc force est de constater que sur le budget, on en arrive à une situation dans laquelle il faut un budget à la France. Il faut un budget à la France, c'est indispensable, c'est mathématique. Toutes les oppositions refusent de voter le budget. On peut comprendre la posture politique qui consiste à dire c'est le budget, donc nous voterons contre. Et moi, dans l'opposition, peut-être voterai-je contre le budget de la majorité. Mais enfin, le 49.3 n'est que la conséquence logique, me semble-t-il, de ces diverses postures. Nicolas d'abord. Oui, je voudrais savoir si à titre personnel, vous faites partie de ces députés qui souhaiterait que pour la loi sur l'aide à mourir, enfin le Parlement puisse s'en emparer, autrement dit que le président arrête de tergiverser et que vous puissiez l'examiner. Et si vous-même, vous avez déjà un choix optionnel qui se dessine. Merci, c'est un sujet très difficile. Je veux dire, moi, ma conviction est très très loin d'être faite sur ce sujet. D'abord parce que j'avoue en pleine humilité que ce sont des dispositions extrêmement techniques. Je pense qu'il faut se nourrir de réflexions qui ne soient pas que des réflexions juridiques, mais aussi de réflexions philosophiques sur le rapport du pouvoir politique avec la mort
et avec la vie. Moi, j'ai visité des unités de soins palliatifs dans ma circonscription. J'ai échangé avec beaucoup de médecins. J'ai vu aussi la dérive que pouvaient emporter certaines dispositions d'aide active à mourir dans d'autres pays que le nôtre. Je suis très prudent sur ce sujet. Jean-Michel qui attend depuis un petit moment, peut-être, pardon Brigitte, et Brigitte ensuite. Vas-y Jean-Michel. Bon. Oui, bonjour Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Article 64 de la Constitution, la justice est une autorité et pas un pouvoir judiciaire. Alors, n'est-il pas temps de lancer une mission d'information sur le respect de cette frontière? Puis tout de même, c'est aujourd'hui un jour particulier, pour l'avocat Dupond-Moretti, faut-il rappeler que parmi une quinzaine d'avocats qui étaient concernés, il aura été le seul à porter plainte contre des écoutes téléphoniques, que je ne qualifie pas, décidées par le parquet national financier. Donc, bien sûr, il y a séparation des pouvoirs, mais tout de même, la loi, c'est même prévu par la Constitution, a le droit de s'exprimer. Sur votre première question, je pense que tous les travaux parlementaires sont les bienvenus, même si je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'une mission pour éclairer le Parlement sur cette question. Sur le garde des Sceaux, moi, je pense qu'il a droit, pleinement droit à la présomption d'innocence, et il a pleinement le droit de se défendre. Et je pense qu'en la matière, il n'est ni au-dessus des lois, ni en dessous des lois. Voilà. Éric Ciotti a annoncé qu'il ne se rendrait pas aux rencontres de Saint-Denis. C'est le cas aussi de Manuel Bompard et d'Olivier Faure. Est-ce que vous pensez que ces rencontres sont dévitalisées et que, de fait, ce sont les dernières rencontres vendredi? Est-ce que ça ne contourne pas aussi le travail des parlementaires? Et est-ce que la droite, en refusant de s'y rendre, reste pour vous un parti de gouvernement ou ça remet en cause? Je trouve que c'est dommage de ne pas se rendre à l'initiative du président de la République. Le président de la République, il est au-dessus des partis et il l'a proposé dans un format que je crois constructif, de pouvoir échanger avec l'ensemble des forces politiques de ce pays à un moment où on a, comme je vous le disais, besoin d'unité et besoin d'entendre ce que chacun a formulé comme proposition au pays. Il est fidèle en cela à sa conviction et à ce qui a fondé, je crois, son élection et sa réélection. C'est qu'une idée n'est pas bonne parce qu'elle est de droite ou elle n'est pas mauvaise parce qu'elle est de gauche et inversement. Elle est bonne parce qu'elle est utile au pays. Je pense qu'il faut toujours se rendre à l'initiative du président de la République et toujours ouvrir la main à celui qui l'attend pour co-construire quelque chose. Vous voyez, par exemple, sur la question de l'élargissement du champ du référendum aux questions migratoires que portent les Républicains, c'est, me semble-t-il, une question légitime. Ils sont fondés à le proposer, même si le référendum en la matière n'est pas l'alpha et l'oméga. Et je pense que ce type de format pourrait leur permettre de faire passer ces messages. Et pour répondre à votre question, je considère que les Républicains sont et restent évidemment un grand parti de gouvernement qui ont donné à la France plusieurs présidents de la République et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation dans laquelle ils sont confrontés, je dirais, à la nécessité à la fois de conjuguer leur opposition et de construire avec la majorité. Je pense que ça suppose qu'ils puissent appréhender ce qui est fait au regard de ce qui est utile ou ce qui n'est pas utile pour le pays et pas d'où ça vient. Oui, Samy. Justement, la proposition de loi constitutionnelle des Républicains, son examen va être entrelacé avec le projet de loi immigration, à la fois en commission et en séance publique. Est-ce que vous considérez que lors de cet examen, il faut aussi envoyer des messages à la droite, même si la loi a assez peu de chances d'être adoptée à l'Assemblée en première lecture? Est-ce que son examen, par la force des choses, pèse sur l'examen du projet de loi du gouvernement? En tout cas, je pense qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main cette proposition consistant à élargir le champ du référendum. Nous sommes gaullistes, nous sommes les héritiers de cette filiation entre
le peuple et ses représentants. Et je pense qu'élargir la question du référendum aux questions migratoires est important. Donc il ne faut pas le balayer d'un revers de main. Je ne sais pas ce que donnera l'examen en commission de cette proposition de loi. En revanche, je pense que nous devons ne pas y être hostiles par principe. Je reviens sur le budget, je me fais le porte-voix, comme j'en évoquais la possibilité en début de rencontre de Nicolas Prissette, absolument. Sur la question des économies, est-ce que, compte tenu de ce qui avait été annoncé au départ des discussions de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2024, vous considérez que le compte y est, au regard aussi de la situation budgétaire, de l'objectif d'un retour à 3% à terme? On a ce soir justement une motion de censure qui sera discutée sur l'adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques. Est-ce que le compte y est en matière d'économie, ou est-ce, compte tenu des difficultés, notamment en matière de pouvoir d'achat, dans un certain nombre de services publics, où on sait toujours où il faut mettre davantage de moyens, mais pas forcément où en retirer, vous dites que le gouvernement a fait ce qu'il a pu en la matière? D'abord, j'observe que les objectifs que le gouvernement s'est fixés en matière de finances publiques sont non seulement tenus, mais améliorés par rapport à ses propres prévisions, à tel point que la loi à laquelle vous faites référence prévoit d'avancer le calendrier de retour sous les 3% de déficit public. Et nous faisons mieux en matière de dette, en matière de déficit budgétaire, en matière de solde public que ce que nous avions prévu il y a de cela un an. Et dans le projet de loi de finances, il y a des économies qui sont des économies structurelles. Quand le gouvernement met fin à une aide fiscale pour l'investissement locatif, ils iront avec 40 années de politique fiscale en la matière. Quand le gouvernement recentre le prêt à taux zéro et permet par ce recentrement de l'élargir tout en réalisant des gains budgétaires, je pense que c'est extrêmement structurant. Maintenant, pour assurer nos objectifs dans le long terme, il faudra évidemment aller plus loin. Et aller plus loin, ça suppose de faire l'exercice de revue de dépenses qu'ont annoncé les ministres de façon extrêmement minutieuse. Et la majorité y est prête parce que nous savons que une nation dont les comptes sont en désordre, c'est une nation qui s'abandonne. Et on refuse la fatalité qui consiste à dépenser plus en 2027 pour les intérêts de notre dette que pour la transition écologique, que pour l'investissement de nos enfants. Donc on y prendra toute notre part. Oui, en fait, les économies restent minimes quand même, parce que c'est peut-être mieux que ce que le gouvernement avait prévu. Apparemment, la France reste quand même à la traîne en matière de dette au sein de l'Europe. Est-ce que c'est pas un handicap par rapport aux autres pays d'ailleurs? Comment peser dans l'Europe si on ne donne pas le bon exemple? Et on ne le donne pas. Et ensuite, bon, ne parlons pas des niches fiscales parce qu'à la limite, on en supprime une, c'est bien, mais on en recrée une bizarrement là sur les salariés de la FIFA. On se demande à quoi ça rime, quoi. Votre question, oui, c'est sur le... Par rapport déjà, on est à la traîne au sein de l'Europe. Oui, on est dans une situation, nos finances publiques sont un motif d'inquiétude, vous avez raison. Au moment où les taux d'intérêt remontent, nous sommes particulièrement exposés. Mais enfin, je crois que nous sommes un grand pays et j'observe que nous avons fait des réformes qui sont des réformes extrêmement importantes pour la soutenabilité, notamment de notre modèle social. Je rappelle que la moitié de nos dépenses, ce sont des dépenses sociales. Quand on fait la réforme des retraites, quand on fait la réforme de l'assurance chômage, on le fait parce que on veut avoir la capacité de soutenir notre modèle social dans la durée. Et il ne vous a pas échappé que ça a été particulièrement difficile que de faire et de tenir ces deux réformes. Donc je crois que nous allons dans la bonne direction. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Oui, très certainement faut-il aller plus loin. Mais j'observe que, là encore, que dans le débat public, ceux qui nous donnent beaucoup de leçons sur les finances publiques sont beaucoup moins prompts à nous proposer des économies. Et à l'inverse, on l'a vu, le débat budgétaire est plutôt un débat qui se fait en proposant des dépenses ou en augmentant des dépenses fiscales. Et encore une fois, on a vu une avalanche de dépenses, notamment à gauche et à l'extrême gauche, qui ne sont pas de nature à favoriser le retour à l'équilibre de nos comptes. Et sur la FIFA ?
Moi, je soutiens cette disposition. Je pense qu'il ne faut pas avoir de pudeur sur cette question. On a besoin d'avoir des grandes fédérations internationales sur notre sol. Ça permet de ramener de l'activité économique. Ça permet à des salariés de venir travailler sur notre territoire. Quand on a fait des régimes fiscaux, privilégiés pour attirer des grands événements comme l'Euro 2016, comme la Coupe du Monde de rugby. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Moi, je pense qu'il fallait le faire parce que je suis heureux de voir que notre pays peut accueillir ces grands événements. Et je pense que le gain, les recettes fiscales qui seront liées aux externalités positives de cette mesure seront largement supérieures aux pertes de recettes. À voir. L'INSEE a annoncé une hausse du taux de chômage. Il y a eu une réforme de l'assurance chômage précédemment. Hier a été adopté définitivement le projet de loi pour le plein emploi qui fixe un objectif de plein emploi à 5% d'ici à 2027. Bruno Le Maire a dit ce matin que notre modèle social ne permettrait pas vraisemblablement d'atteindre cet objectif. Est-ce que ça veut dire que d'autres réformes en la matière sont nécessaires et lesquelles? On parlait à l'instant de la réforme de l'assurance chômage. Dans le projet de loi plein emploi, il y a la réforme du RSA, pas seulement, mais notamment. Qu'est-ce que vous comprenez de la déclaration de Bruno Le Maire sur le modèle social ? D'abord, cette hausse du taux de chômage, elle est tout de même assez conjoncturelle. Elle est liée au retournement conjoncturel qu'on observe pas uniquement en France, mais partout ailleurs en Europe. Et nous sommes d'ailleurs, de ce point de vue, assez préservés. Ce qui est intéressant de voir dans ces chiffres, c'est que, par exemple, chez les jeunes, on a une augmentation du taux de chômage, si je ne me trompe pas, mais en même temps, une augmentation du taux d'emploi chez les jeunes. Ça veut dire qu'il y a une entrée dans l'emploi qui est beaucoup plus forte pour certaines catégories que pour d'autres. Et le taux de chômage augmente, alors même qu'on a des difficultés de recrutement dans les métiers en tension et dans certains métiers qui est encore plus fort. Ça ne se tarit pas. Ça veut dire qu'on a un problème pour apparier l'offre et la demande d'emploi. On a commencé à résoudre ce problème, je crois, par la réforme de l'assurance chômage, qui permet d'aller dans le sens, non pas d'une coercition, mais d'une plus forte contrainte néanmoins à la reprise d'emploi. On continue de le faire avec la formation professionnelle et l'apprentissage, mais ces réformes, elles doivent pouvoir donner leur pleine mesure, et on ne change pas un modèle économique qui date de 30 ans en 5 ans ou 6 ans. Je pense qu'il faut persévérer dans ce sens, aller plus loin encore très certainement sur la question de l'apprentissage qui me paraît être indispensable, et puis également c'est la réforme de l'enseignement professionnel qui vise, pour dire les choses clairement, à privilégier des voies qui sont des voies dans lesquelles il y a le plus de chances d'emploi que possible. Mais enfin, malheureusement, ces réformes ne peuvent pas produire des effets à court terme. Vous parliez des jeunes, est-ce qu'il y a aussi, certains évoquent, de nécessaires améliorations en matière de formation des seniors avec des carrières qui évoluent Incontestablement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans la réforme des retraites qui doivent là encore trouver leur pleine évolution. Et moi je suis intimement convaincu que cette réforme elle permettra également aux employeurs d'avoir un autre regard sur leurs employés seniors. Quand l'âge légal recule, nécessairement on n'a pas le même effet horizon sur l'employabilité d'un senior. Donc elle produira des effets sur l'emploi des seniors. Mais il faut aussi que les entreprises changent de regard. Pas considérer qu'une personne est bonne à jeter à la poubelle parce qu'elle a 55 ou 65 ans ou 60 ans, ou bien avant, vous avez raison. Moi je pense qu'on doit se dire que les personnes qui ont 60 ans, elles ont plus à nous apprendre que les personnes qui ont 30 ans. Dernière question peut-être, parce qu'on a promis de vous libérer à 12h30 maximum. Nicolas posait une question tout à l'heure sur le projet de loi fin de vie qu'on attend. On évoquait l'élargissement éventuel du champ du référendum avec la question de l'immigration. Ça pourrait aussi s'appliquer éventuellement à la fin de vie. Est-ce que vous seriez favorable sur ce sujet important mais compliqué, qui engage la conscience de chacun, à ce que, alors il faudra tout de même savoir où
où est placé le curseur avec un projet qui sera proposé. Mais est-ce que vous seriez éventuellement favorable à ce que cette réforme, si elle doit aboutir, soit tranchée par référendum? Ouais, c'est une question difficile. Je pense qu'il faut d'ores et déjà qu'on ait un débat parlementaire sur cette question. Moi, j'ai souvenir des travaux de M. Leonetti et d'Alain Claes qui avaient été des travaux extrêmement sérieux et qui ont permis d'éviter que ce débat soit sujet à de nombreux fantasmes. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait un travail parlementaire. Je ne peux pas exclure la question du référendum par principe, même si ce sera évidemment une prérogative du chef de l'État, mais à tout le moins, je pense qu'il faut qu'on ait la capacité d'en discuter et d'en débattre ici à l'Assemblée nationale et au Sénat. Merci Mathieu Lefebvre. Merci à vous. Merci à tous, bon après-midi.